Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. Alors, post-premier tour, ça va swinguer à propos des résultats. 3 invités, vous avez remarqué, au lieu d'être 4, le 4e est perdu dans le métro. Alors, et un nouveau, qui est Monsieur Colombani, Philippe Colombani, qui est ici en tant que porte-parole de VIA. Voilà, donc il y aura des choses à nous dire sur les résultats du premier tour. Il y a Ignace, le caricaturiste, qui va nous faire des dessins bien sanglants, comme toujours. On le retrouvera en fin d'émission. Et on a 3 sujets. Premier sujet, évidemment, quelle réserve de voix pour que Marine Le Pen soit élue ou pas. Je vais demander aux invités, est-ce que ça sent bon ou est-ce qu'on rejoue le 2017 quoi. Deuxième sujet, autopsie d'un crash. Je parle d'Éric Zemmour. On va revenir en détail sur ce qui s'est passé et les déceptions que ça a entraîné. Et puis le troisième sujet, c'est le soutien de plus en plus affirmé des Occidentaux à l'Ukraine. Est-ce que ça nous conduit vers la Troisième Guerre mondiale? Voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Vous avez vu que c'est quand même pas mal sérieux cette émission, mais on va vous éclairer et je peux vous dire que ça va bouger. À tout de suite. Allez, rebonjour, premier sujet. Et entre-temps, Cyril Benassar est arrivé, donc on a inclus le 4e. Alors, premier sujet, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. En fait, on joue la revanche, le match retour de 2017. Mais cette fois-ci, est-ce que Marine Le Pen a une chance d'y arriver? Et je me tourne vers vous, vers le nouveau, Philippe Colombani. Merci. Alors, est-ce qu'elle a une chance d'y arriver? D'abord, pour moi, c'est pas la même chose que 2017. Ouais. Parce qu'en 2017, Macron n'avait pas de bilan, même s'il avait été dans le gouvernement Hollande, mais c'était pas son propre bilan. Il créait un peu la surprise. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut voir, c'est les réserves de voix. Les réserves de voix de Marine Le Pen me semblent assez importantes, puisque normalement, les gens qui ont voté Zemmour devraient voter Le Pen, ou alors ça veut dire que s'ils votent pas, c'est comme s'ils votaient Macron. Elle a les réserves qui viennent de Dupont-Aignan. On parle de 2%. Oui, et 7% ça va pas loin, je suis d'accord avec vous. Mais là où elle peut en ramasser, ça la fait juste passer à 30. Là où elle peut en ramasser, c'est du côté de la France Insoumise, où il se dit que pas loin de 30% des gens qui ont voté Mélenchon seraient prêts à voter Marine Le Pen. Okay. Parce qu'entre les deux, ils vont ou pas voter, ou peut-être voter Le Pen. Je les vois mal voter Macron. Donc je pense que on va dire qu'elle a peut-être des chances, mais que ça va être très très dur et très serré. Mais je pense que le match n'est pas joué. D'accord. Parce que quand on fait, Tariq... Je n'y crois pas beaucoup. Vous n'y croyez pas. Parce que quand on fait les maths, c'est on fait 23 plus 2 plus 7, et puis même plus 30% de 21, on peut même 7 ajouter, points, on est à peine à 40. On peut même ajouter une bonne partie des électeurs de Jean Lassalle. Mais ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? D'abord parce que elle est quand même assez loin de Macron. Elle est beaucoup plus loin qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Macron est à 28, il a gagné 1 million de voix. D'ailleurs, je me demande comment. Elle a gagné aussi. Elle en a gagné moins. Elle a gagné 900 000. Elle a gagné 900 000. La France Insoumise, très bien. Elle envoie des signes à la France Insoumise. Effectivement, mais il faut se remettre dans le contexte. Le contexte, c'est que Macron, effectivement, a fait plus que la dernière fois, que lui, il n'a pas beaucoup de réserves, mais comme il a 4 points d'avance sur elle, je ne vois pas comment elle peut rattraper ces points-là. Et puis, il faut se mettre dans le contexte de la propagande effrénée, qu'on voit moins, qui est moins flagrante qu'il y a 5 ans. Je ne parle même pas de la campagne de haine qu'il y a eu il y a 20 ans contre son père. Mais la propagande, ce qu'on voit, les couvertures des Échos tous les matins, c'est on fait peur, on fait peur, on fait peur. Et il y a quelque chose qui vient se rajouter à ça, c'est que franchement, lorsque je vois
comment le peuple français s'était comporté à la faveur de la crise du virus chinois. Ils ont été terrorisés partout, ils se sont couchés, ils ont accepté toutes les mesures liberticides. Donc vous pensez on leur fait peur. Je pense que la peur est toujours mauvaise conseillère, mais je pense qu'elle va être efficace. Voilà. Manifester son opposition, en tout cas son désaccord avec Tariq. Je souhaite me tromper. Je pense que d'abord, si on analyse les chiffres, c'est pas aussi clair que ça, parce qu'il y a quand même l'électorat de Zemmour qui va assez largement, même très largement, normalement, se reporter sur Marine Le Pen. C'est un bloc de 7%, ce qui n'est pas négligeable dans une élection pareille. Et ce bloc de 7% qui est assez homogène... Macron, comme un seul homme... Non, pas comme un seul homme, pas comme un seul homme, mais... Même les 7%, bon, les 7% en plus, vous dépassez... Cher Tariq, je parle pour te remonter le moral. Alors, laisse-moi parler. Okay. Donc, je pense que déjà, les 7%, un bloc comme ça, assez homogène de 7%, Macron l'a pas. D'accord ? Il n'a pas de gros bloc qui va uniment, je dirais, voter pour lui. Peut-être chez Jadot et encore. Non, mais le bloc Pécresse, je ne suis pas d'accord. Parce que les électeurs de Pécresse qui n'ont pas voté Macron au premier tour, le peu qui l'en reste, c'est qu'ils ne voulaient vraiment pas voter Macron. Donc, à mon avis, on le voit bien dans les sondages sur les reports de voix possibles, qu'il faut prendre avec prudence. C'est pas aussi clair que ça. Il y en aura au moins autant qui voteront. Sauf que sociologiquement, ils sont moins proches de Marine Le Pen. La clé du scrutin, on va revenir à la clé du scrutin, c'est évidemment, ça crie, ça crève les yeux quand on voit les chiffres, c'est l'électorat de Mélenchon. C'est ça. D'accord. On dit que le deuxième tour, on va se tourner à gauche. Voilà. Donc c'est l'électorat de Mélenchon. Clairement. Alors, c'est quand même pas bien paradoxal. L'électorat de gauche face à ça, de Mélenchon. Bon, il est face à une sorte de dilemme. D'un côté, il y a Macron qui incarne tout ce qu'il déteste du point de vue économique, et de l'autre, il y a Le Pen qui incarne tout ce qu'il déteste du point de vue social. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va l'emporter, la détestation économique ou la détestation sociale ? Bon, et moi, je crois, alors là, j'ai parlé, et je vais entrer de plein pied dans le politiquement incorrect, mais dans l'électorat de Mélenchon, on l'a vu, il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a énormément de gens d'origine immigrée. D'accord, on a vu la cartographie de son vote. Beaucoup de jeunes surtout. Bon, non, le vote immigré était déterminant. Il est en tête en Île-de-France parce qu'il est en tête dans les départements 95, 93, etc. de manière importante. Même chose à Paris, il arrive en tête là où il y a du logement social. Oui, il arrive en tête dans le premier arrondissement, peu connu pour son nombre d'immigrés. C'est à la fois, c'est très important, si je puis me permettre, je termine, mais c'est quelque chose de fondamental, je pense, pour l'avenir, pas seulement pour cette élection. C'est que cette élection risque de se jouer sur le fait que l'électorat d'origine immigrée va se mobiliser ou pas contre Le Pen pour des raisons purement liées aux mesures sur l'immigration ou l'islam, d'accord ? Bon, et c'est ça qui va être qui risque d'être la clé du succès. Bon, je pense que ça peut jouer à 51-52 contre 48-49, ça va être très serré. Donc, non, mais oui, mais si c'est serré, d'accord, mais si c'est serré, tout peut arriver, mais je crois que ce qui va être déterminant, c'est comment Le Pen va réussir ou pas à régler cette question dans les 10 jours qui viennent. D'accord. Cyril Benassar, quand j'ai dit que le deuxième tour allait se tourner à gauche, ce qui était quand même compliqué pour Marine Le Pen, vous avez dit non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Expliquez-vous. Pour moi, ça n'est pas si paradoxal que ça. Parce que le vote Mélenchon, en réalité... Pendant longtemps, on parlait du vote Le Pen en disant qu'il y avait deux électorats Le Pen. Il y avait en gros les retraités de la Côte d'Azur et puis les ouvriers dans le Nord. Et ben pour le vote Mélenchon, je crois qu'il y a aussi deux votes Mélenchon. Il y a deux électorats. Il y a l'électorat bobo de centre-ville, il y a les jeunes, et puis il y a les ouvriers dans le Nord aussi. Et il y a les ouvriers un peu partout. C'est-à-dire qu'on a Daniel Obono d'un côté et puis Quatennens et Jean-François Ruffin de l'autre. Et je pense que le vote Le Pen peut vraiment bénéficier de cette partie de l'électorat qui est un électorat ouvrier qui s'intéresse surtout au social et pas du tout au sociétal. Traditionnellement de gauche. On n'a rien à foutre de l'antiracisme, du féminisme, des coloniaux, des indigénistes qui ne veulent pas en entendre parler et qui là, au contraire... Et de l'écologie aussi, du coup. Oui, et de l'écologie, et qui, dans ce match entre Macron et Marine Le Pen, peuvent vraiment voter pour Marine Le Pen. Ça, je le crois vraiment. D'accord. L'autre chose, j'ai oublié mon deuxième point, je suis désolé. C'est pas grave, Colombani va vous aider. Attendez, on cède la parole à Colombani. Il a dit un mot important, c'est le sociétal. Parce qu'effectivement, je pense que, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire, beaucoup de gens sur le programme économique de gens de chez Mélenchon sont proches quand même de Le Pen. Mais ce que doit faire Le Pen, à mon sens, c'est ratisser large, c'est-à-dire tendre la main. Bon. Parce qu'aujourd'hui,
avec certains, j'ai l'impression qu'elle a plutôt tendance à fermer des portes qu'à les ouvrir. Et comme elle dit qu'elle veut faire un gouvernement d'union nationale, il faut au contraire ouvrir les portes. C'est-à-dire dire, je suis prêt à gouverner avec un tel, même s'ils n'ont pas envie d'y aller. Je parle par exemple de Zemmour, je ne pense pas que Zemmour ait envie d'être ministre, mais de dire, j'aurai pas un tel dans mon gouvernement, j'aurai pas un tel, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Il faut qu'elle ratisse large si elle veut y arriver, parce que c'est effectivement sur les voies de gauche de Mélenchon qu'il faut qu'elle en ramasse le plus. Ok, alors Et n'oublions pas, je finis juste sur un mot, n'oublions pas qu'à mon avis, chez les LR, ceux qui ont voté Macron et qui étaient LR, ils sont déjà allés chez Macron au premier tour. Par contre, il y a tous ceux qui ont voté Ciotti, qui eux, je parle à la primaire, qui eux se sentent plus proches de Zemmour ou de Le Pen que de Macron. Ouais. Donc il se peut aussi qu'il y ait des électeurs des LR qui aillent vers Marine Le Pen au deuxième tour. Je ne conteste on va aller vers ça, sur qu'est-ce que doit faire Marine Le Pen pour y arriver. Non, mais je conteste absolument pas tout ce qui a été dit. Ouais. Moi, là vous faites de l'arithmétique, effectivement, tout est juste, c'est que Marine Le Pen a raison de s'adresser à Mélenchon, aux électeurs de Mélenchon, parce que c'est là qu'il y a une grosse réserve de voix. Qu'elle appelle Zemmour ou pas, ça n'a pas d'importance. De toute façon, nous voterons pour elle. Ouais. Mais moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ceci me semble vain et insuffisant. D'abord parce qu'elle a quand même du retard au premier tour, derrière Macron. Et puis surtout, je vous dis que la campagne qui est en train de se passer en ce moment de faire peur aux Français porte ses fruits. Ce matin, pas plus tard que ce matin, Macron a déclaré sur France 2 l'extrême droite est de retour, Marine Le Pen veut changer la Constitution sans en changer les règles. Vous comprenez ce que ça veut dire, vous ? Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Personne ne peut comprendre. C'est une question entre l'article 85 et l'article 11 de la Constitution. Personne ne veut comprendre, mais en revanche, on entend l'extrême droite est de retour et il fait semblant de l'illustrer de cette façon-là. Je suis convaincu que la peur paye autant qu'avant. Il y a encore des gens qui ont peur d'avoir peur, mais je suis bien convaincu que ce soit un discours depuis 2 ans, j'ai remarqué quand même que le peuple français, on lui fait facilement peur. On lui fait facilement peur et il est facilement soumis. Prenons le cas de la révision de la Constitution. Macron fait peur avec attention. Elle veut toucher à la Constitution. Il y a des règles pour la modifier. Oui, bien sûr. Enfin, il y a un débat depuis 1962 sur est-ce qu'on peut modifier la Constitution par référendum sans avoir le recours au Parlement ou pas. Bon, mais si on veut, et là, il est moins comme un arracheur de dents, Macron. On peut parfaitement changer les lois sur l'immigration, justement par un référendum. C'est typiquement un sujet référendaire. Bon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand Macron dit, par exemple, « Ouh là là, attention, la vilaine Le Pen, elle veut toucher à la Constitution. » Mais là, que dit un des grands thèmes de Mélenchon ? C'est la 6ème République. C'est justement le fait de changer de Constitution. Donc, si Le Pen est astucieuse, elle va dire « Les petits gars, moi, je vais dans le sens de vos attentes, du référendum d'initiative citoyen, du changement de certains aspects de la Constitution, contrairement à l'autre qui veut tout verrouiller et ne fera rien. » Donc tout est toujours à double tranchant. C'est la façon ensuite dont elle va se débrouiller pour retourner contre Macron cet argument qui est faux. D'accord. En fait, c'est tous de la même façon, mais on n'a pas la même conclusion. C'est-à-dire que même si tout le monde ne comprend pas les finesses de l'opération, en réalité, le mouvement de Marine Le Pen, c'est de rendre le pouvoir au peuple. Et c'était une revendication des Gilets jaunes, le référendum d'initiative populaire. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment attendu. Parce que sur la question migratoire... Sauf qu'il y a des règles à respecter. Oui, d'accord, mais sur une question aussi essentielle... Excusez-moi, mais les gens... C'est pour ça... Oui. Mais les gens... Par la Constitution, en demandant au peuple de trancher, par exemple, la question du droit du sol. Voilà, c'est un sujet éminemment référendaire. Et qui n'a pas besoin de passer par un accord du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais aux yeux des gens, on s'en fiche. Pas tous ensemble. Il n'y a pas besoin de toucher à la Constitution pour supprimer le droit du sol. Je rends la parole à Cyril. Sur une question aussi existentielle que la question migratoire, évidemment que l'idée de rendre la parole au peuple par un référendum, je pense que ça va être accueilli favorablement par beaucoup de gens. Et sur la question de la peur, vous faisiez le parallèle entre le Covid, la peur des gens. Moi, je ne partage pas votre analyse. Il me semble que
la réaction des gens par rapport au Covid, il y avait peut-être un peu de peur, il y avait aussi beaucoup de civisme, parce que c'est les médecins qui nous demandaient de rester chez nous, de confiner, de porter des masques, de nous faire vacciner. Quand les médecins gouvernent le pays. Non, d'accord, mais je veux dire, désolé. c'était une attente des personnels de santé qui se disaient débordés, donc on peut pas tout mettre sur le truc de la peur. Vous n'êtes pas surpris Moi, de voir le nombre de gens qui se promènent toujours avec des muselières et qui sont toujours Écoutez, moi j'en vois dans le métro, les autres, oui, oui, il y en a quelques-uns qui sont peut-être fragiles, peu importe, mais globalement les gens les ont enlevés. Et moi je veux dire que j'ai suivi à la règle toutes ces consignes, pas parce que j'avais peur du Covid, mais par civisme, parce que c'était la règle et qu'il fallait respecter la règle et que je ne m'estimais pas, moi, le droit de déroger à la règle, même si je la trouvais absurde. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans mon On va conclure ce sujet-là. Ça n'est pas une trouille généralisée. C'est pas la même peur. Je voudrais que- préciser- Et en plus, je voudrais et en plus, préciser dernière, quelque chose. s'il vous plaît, Je voudrais juste préciser. écoutez-moi, personne ne vous entend quand on parle à plus de 2. Vraiment, ça c'est très important. Pas d'impact, ce que vous dites ne sert à rien. Colombani et puis Dali. Je veux juste dire que on peut pas comparer ces deux peurs. À mon avis, je peux me tromper, mais je pense que la peur de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, elle est beaucoup moindre qu'elle ne l'était il y a des années. Et que même si la presse, on la connaît, va aller dans ce sens, on a vu les sportifs qui commencent à dire que, bon, bah tant pis, j'ai envie de dire, Patrick Bruel ne chantera plus en France, c'est pas grave, on va pas en mourir pour autant. Pourvu qu'ils m'entendent, voilà. Bon, mais je crois que... C'est même pas sûr, parce que ça, c'est ce qu'il dit. Non, mais on s'est compris. Je veux dire par là que cette peur que lancent les médias, que lance le clan Macron, je pense qu'elle n'est pas si terrible que Si ça. opérante que ça, Si opérante que ça. Tariq Dali, et ensuite je voudrais qu'on Elle- parle elle- du débat de l'entre-deux tours. Elle est très clairement en situation beaucoup plus favorable qu'il y a 5 ans. Mais tenez, l'histoire des sportifs, j'y pensais plus, mais c'est quand même extraordinaire. Quel est le rapport entre les 50 sportifs qui signent un truc et puis c'est répété, ce machin. Donc, il y a des gens qui entendent. Je suis désolé. Quel est le rapport depuis quand Marine Le Pen s'en prend au sport? Enfin, montons tout et n'importe quoi. Je suis. On va parler. Je voudrais qu'on. Je voudrais rajouter Il nous reste quelque 3 minutes, Tariq. Bon, Il nous reste 3 ok. minutes à peu près. Les législatives, Serge, nous l'aborderons dans le sujet Zemmour suivant. truc sur, la peur, justement. Je voudrais qu'on parle de l'entre-deux tours. Souvenez-vous, tout le monde l'a en mémoire, 2017, quand même Marine Le Pen s'est pris le mur. Et elle s'en est jamais relevée. Et jusqu'à il y a très récemment, c'était encore un reproche qui lui était fait. Ça s'est effacé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se réactive? Et quels conseils auriez-vous à lui apporter pour que ça se passe bien? Allez, on va le faire de droite à gauche par rapport à Je crois que la Cyril. situation a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le théâtre antifasciste ne marche plus. Et ce dont ont peur les gens, et je crois même en grande partie en 2017, en réalité, c'était pas le retour du fascisme, c'était la peur de la faillite. C'était le peu de capacité de Marine Le Pen à convaincre sur le terrain économique qui a fait sa chute. Et pas tellement... Depuis dimanche, c'est le cheval de bataille de toute la presse. Oui, mais ils essayent de rejouer le même coup. À chaque fois, on a la quinzaine anti-Le Pen. Depuis Jean-Marie, c'est ça. Et puis, mais ça marche de moins en moins. Je crois que Donc, c'est l'histoire fasciste. Qu'elle ne change pas, autrement dit, pour y arriver au débat. Non, moi je crois que... Colombani. Mais moi je crois que elle s'est pris les pieds dans le tapis dans le débat. Ouais. Elle en a payé le prix longtemps. Dire qu'elle n'en est jamais revenue, je pense que c'est pas une bonne chose. On pas peut ce pas qu'elle dire disait, ça. hein. Parce qu'elle Elle en a est mis du revenue temps, justement, hein. puisqu'elle Elle est a au mis du deuxième temps. tour. Bien sûr. Sinon, elle serait pas là. Bien sûr. Je pense que, j'imagine et j'espère pour elle qu'elle s'est entraînée et qu'elle sait faire un débat, et on l'a vu dans face à Baba ou d'autres où elle n'a pas été nulle. Elle a été plutôt bonne. Ouais. Donc je pense qu'elle peut réussir son débat, et que, encore une fois, si elle tend la main autour d'elle aux électeurs des uns et des autres qui ont été perdus au premier tour, elle peut y arriver. Alors évidemment, je suis pas d'un grand optimisme pour elle. Ça va se jouer, à mon avis, à très peu. Je peux me tromper, mais je pense qu'elle a des chances et qu'elle a bien changé. C'est plus la Marine Le Pen de 2017. Plus du tout. On le voit. Tariq Dali, vous êtes spécialiste de communication et vous faites du média training. Alors, très simple, alors je lui dirais une seule chose. Vous avez Marine Le Pen comme Elle client. elle s'est ramassée la dernière fois parce qu'elle n'a pas parlé de sujets qu'elle connaissait. Elle a suivi les conseils de Philippot qui lui avait dit
tu parles de l'euro, etc. Là, il faut qu'elle parle de ce qu'elle connaît. Et là, j'ai l'impression quand même qu'effectivement, elle est préparée à ça. Elle parle des questions sociales, elle est très forte là-dessus. Il faut qu'elle continue sur ce sujet-là. Il faut qu'elle impose ces thèmes-là. Il faut qu'elle est parfaitement à l'aise là-dessus. Et je pense qu'elle peut battre Emmanuel Macron là-dessus. Je termine simplement. Je voudrais être optimiste aussi, parce que moi aussi, je veux me débarrasser de Macron. Mais effectivement, si elle réussit un bon débat contre Macron, elle peut peut-être créer la surprise. Mais D'accord. Bon, voilà. Ok. Mais effectivement, Allez, il faut qu'elle Serge reste Fiderbouche, sur ces vous qui avez été, rappelons, vous avez été soutenu par le Rassemblement National pour les municipales parisiennes. parisiennes. J'ai participé à des débats, Quand on voit le score d'Hidalgo, vous avez fait elle beaucoup mieux. Non, j'ai fait le même score. C'est ce qu'il y a de plus drôle. J'ai fait le même score, c'était un ratage complet, mais j'avais pas l'appareil du Parti Socialiste derrière moi, et puis en plus, il y avait le Covid qui avait changé radicalement les choses. Alors d'abord, même si c'est rouvrir un vieux débat, je pense pas qu'elle s'était autant plantée que ça en 2017, parce que ce qui est important, c'est pas seulement le débat, c'est ce qui suit le débat. Et l'arsenal médiatique qui va être immédiatement enclenché, même si elle triomphait dans le débat, pour nous dire que c'est Macron qui a triomphé. Donc je pense qu'elle a... Vous faites un peu l'histoire. Non. Elle était un poil poil trop agressive. Macron était très méprisant. C'était pas si clair que ça. Elle se mélangeait dans les fiches. Ils ont créé. Mais Macron a dit des énormités sur Alstom. Macron a dit des énormités sur Alstom aussi, et personne ne lui a reproché. Le service après-vente est aussi important que le produit. Bon, donc il faut qu'elle prépare ça. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, je crois que il faut que elle a un atout important dans ce s'il y a un deuxième tour finalement avec les mêmes qui voulu parler français, c'est qu'il y a un goût de revenez-y. Et les gens n'ont pas forcément envie que le résultat soit le même. Pourquoi ? Parce que Macron a été élu, parce qu'il a été vendu par le système comme le plus compétent. 5 ans plus tard, il a démontré qu'il n'était pas compétent. On a 700 milliards d'euros de dette en plus, ça veut dire 10 000 euros par habitant. Je crois, ça c'est un chiffre qu'il faudrait marteler tous les jours. Chaque Français, nous tous là, on a 10 000 euros. Les nourrissons et les grabataires compris. Les nourrissons et les grabataires compris, on doit 10 000 euros de plus depuis que Macron est président. Ça, c'est un argument que évidemment, mais ça devrait déjà sortir, il faut pilonner là-dessus. Donc il n'est pas compétent. C'est une nullité qui est simplement soutenue par le système oligarchique. C'est tout, et c'est un pervers narcissique. Donc il faut y aller franco. Il en faut un peu plus pour gagner contre Macron. Oui, non, mais que lui dire ça. C'est jouable. Et moins l'écart sera grand, de toute façon, quel que soit le résultat, au deuxième tour, moins il aura la capacité de gagner les législatives, et plus on pourra le désosser peu à peu, même s'il était réélu à l'Élysée. Voilà, c'est tout. Allez, Cyril, on enchaîne, on a déjà débordé de 2 minutes, on enchaîne dans quelques secondes pour parler de l'échec de Zemmour. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de nuances autour d'ici. Allez, rendez-vous dans quelques secondes, à tout de suite. Rebonjour. Alors, je vais vous proposer un sujet sur Éric Zemmour. Avec 7%, Éric Zemmour tombe de haut. En gros, en septembre, octobre et un petit peu plus tard, les sondages l'annonçaient à 17-18. On pensait à l'époque que le ticket de passage pour le deuxième tour se situerait autour de 15. Donc il avait véritablement ses chances. Et là, à 7%, alors qu'il fallait avoir plus de 20 pour être qualifié, ça ne l'a pas fait. Moi, je voudrais qu'on revienne sur pourquoi ça s'est passé comme ça, premièrement. Et deuxièmement, quelle est la suite pour Éric Zemmour en tant que personne, et puis pour son parti Reconquête. Et c'est à vous, Tariq Dali, que je cède la parole. Il est tombé de haut, c'est exact, mais le problème, c'est que les journalistes ne raisonnent pas en termes politiques et en termes d'actualité, ils raisonnent en fonction des sondages. C'est-à-dire que tous les commentaires se font à partir des estimations qu'on projetait sur son score au mois de septembre, octobre, novembre. Donc effectivement, lorsqu'on est monté à 17% et qu'on arrive à 7%, c'est une contre-performance. Mais avez-vous déjà vu un candidat qui arrive de nulle part, qui annonce sa candidature en décembre, en novembre, qui vient de nulle part, qui n'a jamais fait de politique autrement qu'en commentateur, et qui, d'abord, crée un parti en 3 mois, 120 000 adhérents. C'est ça, une centaine de milliers. 120 000 adhérents, et qui est le seul des petits candidats
à pouvoir être remboursé parce qu'il a dépassé les 5%. Il a quand même ratatiné Madame Pécresse, il a ratatiné Madame Hidalgo, donc on dit que c'est pas bon. Effectivement, c'est pas bon. Mais il aurait dû, effectivement, il y avait une fenêtre de tir, je pense, c'est-à-dire le moment où les courbes s'étaient croisées avec Marine Le Pen, mais on a vu que Marine Le Pen est une politique professionnelle, elle avait un appareil derrière, elle a réussi ce que lui n'a pas réussi. Mais à partir du moment où les courbes ne se sont pas croisées durablement, voilà ce qui s'est passé. Si je synthétise, Zemmour, il a la parole de Mandela. Vous savez, Mandela qui dit, ou qui disait plutôt, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc il a beaucoup appris. Il a beaucoup appris et il a une équipe maintenant. Bon, effectivement, c'est très décevant. Et la surprise aussi, c'est que le ticket d'entrée au second tour est aussi élevé qu'en 2007. Colombani. Oui, je rejoins ce qui a été dit, parce que effectivement, c'est quand même une performance d'être, quand on voit d'où il est parti, en si peu de temps, d'avoir atteint les 7% avec un parti comme il a monté. C'est une déception à la hauteur, je dirais, de l'espérance. Parce que quand on voit les salles qu'il a fait, le monde qu'il y avait partout où il allait, je crois que c'est le candidat qui a réuni le plus de monde dans ses meetings et dans ses réunions. Sans comparaison. Donc, il a créé une espérance. Quel est l'avenir d'Éric Zemmour ? C'est pas à moi de le dire, c'est à lui de le dire, mais une chose est certaine, c'est que maintenant qu'il a mis le pied dedans, il va pas partir. Et que maintenant, à mon avis, il va avoir besoin de structurer son parti, de l'étoffer et d'attaquer les législatives. Là, il lui faut des députés. On fait pas tout ça en 3 mois, mais c'est quand même une performance. Effectivement, dire que vous avez dit en intro tout à l'heure que c'était un crash, pour moi, c'est pas un crash, parce que encore une fois, c'est un record, j'ai envie de dire. Évidemment, il a donné une grande espérance. Je pense qu'il a fait des fautes, je peux le dire. Je pense qu'il a fait des erreurs à la fin. À la fin, il y a eu 2-3 événements comme sur les handicapés, comme l'histoire du football à Marseille. Il y a eu 2-3 événements comme ça qui lui ont fait du mal. Et en plus, la guerre en Ukraine. Non, mais la guerre en Ukraine aussi, sur les Ukrainiennes, enfin sur les réfugiés. Et en plus, il faut bien penser que justement, ces fautes ont été démultipliées, parce que si on regarde bien ce qu'il a dit sur les handicapés, c'était pas si méchant que ça. Mais par contre, il avait face à lui des médias qui étaient ouvertement, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti, contre lui, et qui ont monté en épingle la moindre erreur qu'il pouvait faire. Disons que les médias lui ont donné beaucoup de place, et une place qui était assez favorable en septembre-octobre. Pour bien lui mettre un couteau dans le dos après. Indéniablement, il était le seul à avoir, il avait une part d'antenne. Oui, mais les médias lui ont donné de la place parce qu'il faisait de l'audience. Oui. Et ça, les médias, ils ont besoin d'audience pour gagner de l'argent. Et il y a autre chose aussi, Serge l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a la prévente. Oui. Moi, je suis stupéfait de voir. Moi, j'étais au meeting du Trocadéro. J'étais stupéfait. On n'a jamais vu un truc pareil. Il y a effectivement 100 000 personnes. On peut regarder. Il suffit de prendre la surface et voir jusqu'où ça débordait. Et qu'est-ce qu'ont retenu les journalistes ? C'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'on dit. 3 mecs dans la foule qu'il n'a pas entendu. Et ça, je confirme qu'on pouvait pas l'entendre parce que j'étais au pied. Et j'avais quelqu'un à côté de moi qui ne l'a pas entendu, moi j'ai entendu. On a parlé que de ça. Et ça, c'était lancé par ça, c'est le risque. Voilà. Et donc on a parlé que de ça. On n'a pas parlé. Ça, c'est classique. Il fallait un peu les législatives. Non. Je voudrais dire sur Zemmour quand même 2 choses. D'abord, il ne faut pas négliger le phénomène du scrutin majoritaire. D'accord. En 2002, Chevènement était un peu dans la situation de Zemmour lors des dernières élections. Ça a monté, et boum, à la fin, il est tombé. Bayrou, en 2012, c'était la même chose. Le 3e homme, ça monte, et à la fin, il s'écroule. C'est quelque chose qui est classique dans le système majoritaire à 2 tours, c'est-à-dire que le 3e homme, il n'y arrive jamais au dernier moment. Jean-Luc Mélenchon est là pour vous contredire. Hein. Non, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est sur un... Non, il a fait le même score, il a un peu amélioré par rapport à la dernière fois. Mais il était Jean-Luc Mélenchon, c'est le Parti communiste d'aujourd'hui, d'accord ? Mais le 3e homme, l'irruption d'un candidat inattendu, que ça soit avec Chevènement ou avec Bayrou, parce qu'on en avait parlé à un moment, on s'était dit aussi en 2012 que Bayrou allait emporter le morceau. À la fin des fins, ça s'effondre parce que le scrutin majoritaire ne le permet pas. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur le fond, à mon avis, là, je vais peut-être en choquer certains, mais je pense que Zemmour, il s'est trompé radicalement sur l'élection et sur son positionnement. Il aurait dû être beaucoup plus disruptif comme
comme on dit. Il a eu tort de mettre son petit costard, ses lunettes rondes, etc. Il a eu tort. Coluche était, dans les sondages qui étaient faits quand on parlait de sa candidature, à 40% au premier tour. Faut jamais oublier ça. Les gens qui ne votent pas, c'était les abstentionnistes qu'il fallait aller chercher. Il fallait leur dire, depuis 40 ans, là je vais parler brutalement, le système vous chie dessus, d'accord ? Eh bien, avec moi, on va leur chier dessus maintenant. Mais dans ces termes-là. Alors, ça aurait brutalisé tout le monde, mais je pense que là, ils pouvaient faire 15 ou 20%. Il fallait qu'ils disent, avec moi, on va les exploser, d'accord ? Plutôt que de jouer au jury du concours d'entrée à l'ENA à nouveau, vous voyez ? Et je pense que ça a été son erreur stratégique. Alors, évidemment, on le saura jamais. Puisqu'on n'a pas cette réalité alternative. Mais je crois qu'il aurait dû être beaucoup plus violent, beaucoup plus basique, beaucoup plus méchant avec l'ensemble du système. Pour éliminer Marine Le Pen. Et non, mais surtout pour faire se déplacer les abstentionnistes qui auraient dit, eh bien, avec ce gars-là, on va tous ensemble pour leur foutre au cul, comme disait Coluche. Okay. C'est tout. Ouais, je ne suis pas convaincu par votre analyse, parce que c'est vrai, je trouve qu'il a été disruptif. Oui, mais sur des questions quand même assez rudes, sur la remigration, sur son programme sur l'immigration zéro, avec les mesures qu'il proposait, c'était quand même pas évident à faire passer. Ça n'a pas été entendu. Ça n'a pas été entendu. Si, ça a été entendu. Par les 7%. Il parle de son électorat naturel, mais c'est pas ça. Plus qu'à son électorat naturel, il faut aller voir les abstentionnistes. Oui, d'accord, mais il faut aussi quand même être rassurant, parce qu'il fallait quand même aussi s'appuyer sur un électorat bourgeois qui avait quitté LR et sur un certain nombre de gens qui sont plutôt trouillards et qui devant des attitudes provocantes peuvent se... Je suis content que vous parliez de ça. Oui, non mais on laisse parler par rapport à des attitudes trop provocantes qui se braquent, et on l'a vu, je veux dire, à chaque fois il a été mal compris parce qu'il a un langage clair, il n'y a pas de langue de bois sur les handicapés, sur l'Ukraine, sur tout ça, mais je crois que c'est pas tellement ça qu'il a coulé. Moi j'ai le sentiment, et on a vu avec les dynamiques des candidats qui sont montés à la fin, c'est-à-dire Mélenchon et Marine Le Pen, leur différence, c'était la retraite, l'âge de la retraite. Et quand on a interrogé Zemmour sur la retraite et qu'il a dit la retraite à 65 ans d'une part, mais qu'il a rajouté le travail c'est la santé, je trouve que c'est ce type de formules qui peuvent paraître provocantes, mais qui ne passent pas. Mais parce que là, justement, il reste dans le système, il est techno en disant on va rééquilibrer les systèmes. Oui, mais les gens qui votent pas, ils s'en foutent de rééquilibrer. Non, je crois pas du tout. Ils ont des retraites de merde. Je crois pas du tout. Donc, ils ont des retraites de merde. Donc, il faut leur dire les gens vous font, la classe dirigeante vous fait une vie de merde, et ben nous allons leur faire une vie de merde, c'est tout. Ils sont pas dans les calculs techno à 64 ou 65 ans. Ils ont que dalle à la retraite. Serge, on vous a entendu. Ce qui a manqué à Marine Le Pen quand même la dernière fois, sur les questions sur l'euro, sur l'Europe, c'est qu'elle a fait peur, c'est que les gens n'étaient pas prêts à la suivre là-dessus. Et ensuite, quand elle a changé, qu'elle a suivi son électorat, parce que la question essentielle pour elle, ça n'est pas ça n'est pas le régime économique, mais c'est la civilisation française et la survie de la France. Là, elle est remontée et elle a été suivie, cette question de sortie de l'euro. Et c'est ce genre de truc disruptif qui ne fait pas recette. Je ne crois pas du tout. Maintenant, sur la question de la retraite à 65 ans, je pense qu'on peut tous être d'accord sur l'idée que le travail, c'est la santé. On peut tous le dire. Sauf que pour la... Non, c'est pas complètement faux. Les gens crèvent au boulot. Oui, ça dépend mais ça dépend. Écoutez, ça dépend lesquels. C'est-à-dire, si, je peux dire ça. De gars vous me permettez, rappelez-vous. Oui, je peux dire ça. Je peux dire que quand si votre femme de ménage ou votre maçon vous dit la retraite, le travail c'est la santé, vous direz bravo, c'est très bien. Mais quand ça vient d'un type qui travaille dans le tertiaire, c'est absolument inaudible. Moi-même qui suis menuisier, je peux vous dire, je travaille à mon compte et je sais que je travaillerai jusqu'à ma mort parce que le travail, c'est la santé. Que je vois autour de moi des gens qui s'arrêtent et qui dépérissent. Mais si j'étais salarié, je peux vous dire qu'au-delà de 65 ans, avoir encore des ordres d'un patron, des horaires, voilà, une vie commandée, je dirais, niet, c'est terminé, je n'en peux plus, j'arrête. Allez, Colombani, je voudrais qu'on parle ce type d'erreurs qui peuvent être très coûteuses. Colombani, et après on parle des législatives. Je crois qu'à ne pas vouloir faire de la politique, il s'est trompé et il a fait peur aux gens. Et son honnêteté, sa franchise, parce que c'est quelqu'un, à mon avis, qui dit les choses effectivement telles qu'il les pense, il a fini par foutre la trouille à beaucoup de gens. Et il est passé pour quelqu'un de brutal, alors qu'il aurait peut-être dû adoucir son discours et faire un peu plus de politique politicienne. À mon avis, s'il veut passer un jour, il n'a pas le choix. Ce discours qui est raide, qui est rude, ne fonctionnera pas toujours. C'est tout le paradoxe. Lorsqu'on interroge les Français, ils vous disent on n'aime pas les
politiciens parce qu'ils nous racontent des cracks et tout. On est d'accord. Mais lorsque le mec Mais dit quand la ils vérité, vont on vote pas voter, pour lui. Bah voilà, on est donc d'accord. c'est ça. Alors, C'est le problème de la démocratie. On n'a plus des citoyens, on a des consommateurs. C'est ce que disait monsieur. Voilà. C'est un équilibre à trouver entre les deux, forcément. il nous reste presque 7 minutes environ de débat sur ce segment-là. Je voudrais qu'on parle des législatives. Je vais vous donner un ressenti par rapport à ce que j'ai vu des débats de dimanche soir. C'est que j'ai l'impression que les équipes de Zemmour sont tricardes auprès du Rassemblement national. Et donc, pour avoir des députés Reconquête, ça va être très difficile sur une base de 7% sans alliance avec le Rassemblement national. Or, il est certain que Gilbert Collard aura face à lui un candidat du Rassemblement national et que tous ceux qui ont changé de camp auront un candidat du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a pour Zemmour, et on ira peut-être en élargissant, est-ce qu'il y a pour Zemmour la possibilité d'avoir quelques députés, un groupe parlementaire? Je ne parle pas d'une majorité. Voilà. Ben, nous y sommes. Serge À mon Federbusch. avis, sur le fondement des chiffres actuels, s'il a 2 députés, il aura de la chance. Hein. C'est à nouveau la logique du scrutin majoritaire à 2 tours. S'il y a un candidat RN partout avec un candidat Reconquête partout, il va peut-être virer devant le RN dans 20 ou 30 circonscriptions essentiellement bourgeoises, par exemple le 16e ou le 17e arrondissement de Paris, où il y a aussi, pour parler clairement, un vote communautaire juif assez important, parce que là, on l'a vu, ça a été le cas pour le vote Zemmour dans ces coins-là, mais ça ne l'empêchera pas de se retrouver avec Spinner du LR, qui sera devant lui quand même, et donc ils perdront dans le 16e comme dans le 17e arrondissement de Paris. Donc le seul espoir pour lui, ça serait effectivement d'arriver à trouver un terrain d'entente avec le Rassemblement national. Sinon, s'il n'y en a pas, qui vont sous leur propre couleur. Si vous avez 2 députés Reconquête en France, ça c'est le bout du monde, à mon avis, il y en aura 0. Tariq Deli, Cyril et ensuite Colombani. Sur les faits, je pense que M. Colombani va confirmer ce que je vais dire. C'est que, donc moi je suis un porte-parole du CNI, nous avons un accord avec Reconquête, via également, donc théoriquement 50 circonscriptions sont réservées aux uns et aux autres, mais dans l'état actuel des choses, il devait y avoir une commission d'investiture dont la tenue a été reportée, mais si on doit y aller tous dans les 577 circonscriptions et qu'on a 577 candidats RN contre nous, je vois pas trop, effectivement, comme dit l'ami Serge, peut-être qu'on aura deux députés. Alors, ce qu'il y a, c'est que le RN n'a pas de député sortant. Ils ont un sénateur sortant, mais ils n'ont pas de député sortant. Oui, mais ils n'ont pas, parmi ceux qui sont passés chez Reconquête, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de député sortant. Donc ils vont Collard, il était. Non, il est eurodéputé, il a abandonné son siège. Il s'était barré chez Dupont-Aignan dans la circonscription. Voilà, non, il y en a quelques-uns quand même. Ce qui fait qu'actuellement, le groupe RN, il n'y a pas de groupe RN, mais les effectifs du RN à l'Assemblée sont extrêmement faibles. Donc moi, je vois pas trop comment, si on ne trouve pas d'accord avec le RN. Maintenant, ça dépendra du score que fera Marine Le Pen au second tour. Si elle est élue, je ne sais pas, peut-être qu'elle mettra de l'eau dans son vin, mais c'est vrai que pour l'instant, elle n'envoie aucun signe vers nous. Et encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, politiquement, elle a peut-être raison d'aller plutôt chez Mélenchon entre les 2 tours. On verra plus tard. Juste Benassar, pardon. Cyril, vous aviez levé le doigt. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème pour Zemmour aux législatives, mais il y a aussi un problème pour le RN aux législatives. C'est-à-dire que depuis des années, des décennies, on a le RN qui a un poids électoral très fort et puis qui se retrouve avec très peu de députés. Pourquoi ? Parce qu'il refuse de s'allier avec les autres, avec tout le monde. Alors, il y avait peut-être de bonnes raisons jusqu'à présent, parce que entre les programmes européistes de LR et puis les programmes du RN, il y avait une incompatibilité. Aujourd'hui, avec Zemmour, il n'y en a pas. Je veux dire, les candidats, les programmes sont pratiquement interchangeables sur la plupart des questions, et donc il devrait pouvoir y avoir des alliances. Et le problème qui va se poser maintenant, c'est l'esprit de revanche de Marine Le Pen, qui voudra mettre des bâtons dans les roues de tous ceux qui lui ont tourné le dos, et veut dire ça va être peut-être le signe du fait qu'elle n'est pas non plus tout à fait mûre pour être une femme d'État. C'est-à-dire le fait d'être incapable de voir l'intérêt général et l'intérêt de la France avant l'idée de prendre des revanches sur sa nièce, sur Collard, sur les autres. Pour commencer, l'intérêt de son parti. Et l'intérêt de son parti. Mais c'est ce que, excusez-moi, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si elle veut gouverner, il faut qu'elle tende la main maintenant. Elle ne peut pas fermer des portes. Si elle ferme des portes, c'est pas gagné non plus pour elle aux législatives. Sur les législatives, je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Il y a quand même une réunion tout un samedi après-midi pour la nomination pour préparer les législatives. C'est pas totalement en stand-by du côté de Reconquête, Via et CLI. Donc, les mouvements conservateurs.
Voilà. Sur les Par contre, il est clair que moi, les infos que j'ai, et ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'il y a des gens du RN qui ont quitté le RN pour aller se rejoindre chez Zemmour. Ce qui veut dire que sur le terrain, elle a peut-être moins d'organisation qu'on ne pourrait le penser. Elle a peut-être eu beaucoup de voix, mais c'est pas sûr qu'elle soit très structurée dans tous les départements. Je vois dans la région où je suis, et même ailleurs, parce que j'avais eu des gens qui m'avaient appelé d'ailleurs, pour différentes raisons, qui m'ont dit, on a tous quitté le RN, on est tous partis chez Zemmour. Donc, ils ont voté Zemmour, ils voteront peut-être pas Le Pen mais c'est leur intérêt quand même. Mais ça veut dire que sur le terrain, elle a peut-être pas l'organisation qu'elle avait il y a quelques temps. Donc il y aura peut-être de l'intérêt avant la verdict. Mais je pense qu'elle fait le calcul suivant. Plus important que si je puis me permettre, beaucoup plus important que celui-là, que Zemmour ou le RN, et savoir s'il y en a qui sont au premier ou au deuxième tour, parce que je vous rappelle qu'il peut y avoir deux candidats, d'accord, aux législatives, et puis à la fin des accords entre le premier et le deuxième tour. C'est le calcul qu'elle fait. Elle se dit, c'est pas complètement, c'est la logique du scrutin. Mais le vrai problème de ces législatives, c'est quoi? Et c'est pour ça qu'on a eu chaud avec Mélenchon, parce que si Mélenchon avait été au deuxième tour, d'accord, Macron aurait gagné par 70-30, faut se faire aucune illusion, et tous les médias industriels à la solde des oligarques auraient dit quel fabuleux génie ce président qui gagne par 60 ou 70 à chaque fois, et les législatives étaient écrabouillées. Là, plus le résultat va être serré, moins la REM aura d'élan. Plus le jeu s'ouvre. La REM aura d'élan. En plus, ils ont une centaine ou 150 députés sortants qui sont des vrais ectoplasmes, qu'on n'a pas vu dans les circonscriptions, qui sont des nullités absolues. Et ça, c'est pas bon pour eux non plus. Donc, il y a quelque chose d'ultra déterminant, qui est au moins aussi important que le résultat de la présidentielle. C'est le cas, l'hypothèse où Macron n'a pas de majorité. D'accord ? Parce que s'il n'a pas de majorité, c'est le prince consort. Il n'a aucun pouvoir, ou si la majorité est extrêmement faible. Comment est-ce qu'il va réussir à faire voter la retraite même à 63 ou 64 ans s'il n'a pas de majorité au Parlement ? Jamais il ne le pourra. Jamais il ne pourra rien faire. Vous pouvez inverser le raisonnement si Marine Le Pen est élue et qu'elle n'a pas de majorité entre nous. Ça sera de toute façon très difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie crise de régime, elle est là possiblement. Et si Macron n'a pas de majorité, c'est ça qu'il faut souhaiter si jamais par malheur il était réélu, eh bien à ce moment-là, on pourrait le fragiliser de telle manière que, à un moment ou à un autre, il ne faudra pas à ce moment-là que l'opposition soit aussi stupide que Chirac ne l'a été vis-à-vis de Mitterrand, par exemple, c'est-à-dire qu'il faudra le contraindre à la démission le plus vite possible en lui bottant les fesses. Bon, et donc, c'est ça qu'il faut avoir aussi en tête, et politiquement, c'est ce tour-là, ce troisième tour qu'il faut jouer. Pour les législatives, je ne suis pas aussi pessimiste que pour la présidentielle. Et ce sera le mot de la fin sur ce sujet. Parce qu'on peut tout à fait jouer les législatives, surtout si Mélenchon arrive à constituer une union de la gauche. C'est-à-dire que s'il y a des candidats de gauche et que Marine Le Pen arrive à avoir des candidats qui sont très bien placés au second tour, avec le soutien des candidats, ou là où il y en aura reconquête, au second tour, on peut avoir effectivement des seconds tours très intéressants, et même avec des candidats REM qui arriveront troisième et qui ne pourront pas se maintenir parce qu'ils n'auront pas atteint les 12,5% des inscrits. J'entends ce raisonnement parce que si on retraite les résultats du premier tour, en gros, il y a 3 blocs en France. Absolument. L'extrême droite, on va dire, l'extrême gauche et l'extrême centre droit. Ouais. Je sais que moi vous n'aimez j'appelle pas ça la gauche nihiliste. Voilà, ok, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il y a 30 technocratique et oligarchique. Très bien, parfait. Ça n'a rien à voir avec le sens. C'est Saint-Simonien nihiliste, c'est ça les Macron. Ça n'a rien à voir. Il n'est rien, Macron. C'est simplement un petit dictateur qui demande un chèque en blanc. Bon, on n'a pas parlé de son programme, mais ça serait intéressant. C'est pas pour maintenant. Allez. Français quand même, c'est ça. Messieurs, c'est ça son poids. Messieurs, s'il vous plaît, le débat est terminé. On déborde, et on se retrouve dans quelques secondes. Et alors là, on change de sujet, on change de monde, et on change de monde. 3e guerre mondiale, soutien de l'Europe à l'Ukraine. À tout de suite. Le soutien des Occidentaux, toute l'Europe de l'Ouest et les États-Unis s'accentue
par rapport à l'Ukraine. Nous sommes en train de livrer des armes de plus en plus efficaces. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de devenir co-belligérant sur cette histoire ? Et donc, en devenant co-belligérant, à opposer des pays avec l'arme nucléaire, la Grande-Bretagne, la France, face à un pays qui en a également, la Russie. Serge ? Bon, je pense qu'on est déjà co-belligérants. Il y a eu des choses qui ont été masquées par les médias, mais qui justement, bon, il y a eu des soldats français, semble-t-il, qui ont été tués là-bas. Il y a un moment, un gars de la France... Ça n'a jamais été confirmé. Oui, mais enfin, la France insoumise, là, qui avait vendu le morceau, parce qu'il y a sans doute des comités secrets tenus par le secret au sein de l'Assemblée nationale, où il a mangé le morceau, il a dit qu'effectivement, on a apporté un soutien sous la forme de livraison d'armes. Les Américains s'en cachent même pas, ils soutiennent. Donc, c'est une espèce de conflit par force ukrainienne interposée. Bon, alors c'est pas un conflit massif, mais c'est déjà un conflit. Alors maintenant, ça va dépendre de la façon dont Poutine s'en sort. Bon, on a quand même l'impression qu'il est pas loin d'obtenir une forme, pas de reddition des Ukrainiens, mais en tout cas que la pression est de plus en plus forte. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on s'est engagé quand même de manière assez irréfléchie dans ce conflit et de manière avec un manque de subtilité. Certains, et ce qui nous pend au nez, et on commence déjà à le sentir, c'est que si ça se termine par une espèce de victoire peut-être à la Pyrrhus, pas très claire, pas très nette, mais de Poutine qui obtiendra le Donbass et la neutralité de l'Ukraine, il restera une seule chose derrière. Il restera, et c'est ça qui est fondamental dans ce conflit, que le pouvoir sur les marchés des matières premières internationales a basculé du côté des producteurs pour, à mon avis, un certain temps, peut-être au moins une décennie, et que dans l'état actuel des choses, pour nous, ça veut dire la strangulation. Ça veut dire que l'inflation qui est mise sous le tapis par la Banque Centrale Européenne, par des taux d'intérêt qui sont artificiellement bas alors qu'on est surendetté, eh bien on ne pourra plus le faire, donc les taux vont remonter. On commence à le voir déjà aux États-Unis, bon. On ne pourra plus payer la dette de l'État, on ne pourra plus payer les fonctionnaires. C'est ça qui nous pend au nez d'ici un an ou deux si les taux d'intérêt remontent réellement. Et je peux vous dire que, justement, pour revenir au sujet précédent, si Macron est au pouvoir avec un pouvoir fragile face à une situation pareille, il explose. Donc, bon, on est face à une situation où on s'est inconsidérément lancé dans un soutien, dans une situation où vous voyez, je dirais, la bonne volonté et le bon droit et le mauvais droit sont quand même plus subtils qu'il n'y paraît. Donc, on aurait dû être beaucoup plus prudent. Philippe Colombani. Ouais, moi je suis assez d'accord parce que je pense qu'on dit qu'on n'est pas en guerre contre la Russie, mais au moins économiquement, on l'est. Ouais. On n'est pas que belligérant. La Russie ne nous désigne pas comme tel. Il y a des vidéos qui tournent qu'on trouve sur Internet où il y a un général américain et des soldats français qui ont été faits prisonniers par les Russes en Ukraine. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui se passent dont on ne nous parle pas. Alors, c'est un peu facile de dire quand c'est les Russes qui disent quelque chose, c'est faux, et quand c'est l'Occident, c'est vrai. Mais je pense que tout le monde ment et tout le monde cherche à tirer sur les épingle du jeu. Le vrai enjeu, à mon avis, il est au-delà de... Bon, alors c'est malheureux, la guerre, évidemment, il y a des morts, c'est triste, tout ça, on est d'accord. Poutine n'aurait jamais dû faire ça, on est d'accord. C'est condamnable, on est d'accord. Mais le vrai enjeu, il est dans l'économie, dans la chute du dollar, l'importance du dollar dans les échanges économiques sur les matières premières. Et aujourd'hui, si les matières premières s'échangent en roubles ou en yuan, parce que la Chine est pas loin derrière, moins de dollars, c'est dangereux pour l'économie américaine et qui est hyper endettée. Alors quand on parle de dette, je sais même plus combien il y a de zéro derrière le premier chiffre. Et l'enjeu, il est là. Et si Biden pousse à aider les Ukrainiens, c'est pas pour autre chose, c'est pour les matières premières, c'est pas pour les gentils Ukrainiens qu'il a envie de sauver. Il a autre chose à sauver. Il a à sauver son économie. Et regardez, il est venu tel un VRP nous vendre son gaz de schiste, dont on ne veut pas chez nous parce que c'est trop polluant, mais on va lui acheter plus cher qu'on va acheter le gaz russe.
On ne voulait pas le faire chez nous, on ne le fait toujours pas, parce qu'on pourrait être un des premiers producteurs mondiaux de gaz de schiste. On s'est mis des bouliers aux pieds. On est en train de se tirer une balle dans la tête, même pas dans le pied, je pense. Mais l'Europe, le fait de rentrer dans une troisième guerre mondiale, très cher. Le fait de rentrer dans une troisième guerre mondiale, vous n'y croyez pas et ça vous fait pas peur. Cyril Benassar. Parce qu'avec les armes nucléaires, ça serait pas. Cyril Benassar. Moi, je veux bien entendre qu'il y a des enjeux économiques énormes derrière tout ça, mais il y a quand même, dans l'idée qu'on aurait été trop prudent, pas assez subtil, je trouve qu'on a été assez prudent quand même. C'est-à-dire qu'on fait pression sur la Russie, mais petit à petit, tout doucement, ça va crescendo, mais enfin, on n'est pas co-belligérants. Trop timoré. Oui, c'est-à dire que toujours à réagir on livre. Trop tard. Attendez, Permettez. C'est-à-dire qu'on livre des armes, mais en douce, c'est-à-dire qu'on n'a à aucun moment déclaré ouvertement qu'il fallait qu'on allait arrêter Poutine. Et je trouve que c'est quand même assez regrettable. C'est-à-dire qu'on est dans une forme. Alors, évidemment, il y a des risques énormes. Enfin, c'est une forme de pacifisme, finalement. C'est-à-dire d'ajuster... Excusez-moi, laissez-moi finir. C'est-à-dire d'ajuster sa politique, non pas à ce qui nous semble vrai et à ce qui nous semble juste et à ce qui nous semble devoir être fait pour l'avenir de l'Europe, du monde libre, mais en fonction des représailles qui pourraient s'abattre sur nous, à la fois militairement et économiquement. C'est du pacifisme, mais c'est aussi... Oui, c'est une forme de lâcheté, parce qu'il y a, c'est vrai, des enjeux économiques, il y a aussi le poids des opinions dans le monde libre. Et je pense que les opinions dans le monde libre verrait d'un assez bon œil le fait qu'on ne laisse pas un pays, un peuple se faire écraser par son voisin plus gros, plus fort, plus terrorisant, au nom du risque qui pourrait se passer sur les marchés et le prix du pétrole. Il y aurait lâcheté si la Russie était notre adversaire, notre ennemi. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 10 ans qu'on a débarqué, par décision des Américains, on a débarqué un président démocratiquement élu en Ukraine. Les Ukrainiens, les Russes de l'Est... Zelensky est très démocratiquement élu. Lui, oui, mais on a débarqué le précédent. Okay. Voilà, très bien. Actuellement, j'ai pas dit le la contraire. Russie envahit une démocratie. J'ai pas dit le contraire. La Russie envahit une démocratie. Mais pourquoi la Russie envahit une démocratie ? Parce que ça fait 10 ans que Poutine nous dit « je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire ». Et ça fait 10 ans qu'on lui rit au nez. Pourquoi on l'a sanctionné sur la Crimée ? Il y a bien eu un référendum en Crimée qui a dit qu'ils étaient d'accord pour rester en Russie. Ils voulaient faire la même chose dans le Donbass, on aurait pu en discuter. Non, on a refusé, on s'est moqué de lui. Pourquoi ? Parce que les Américains veulent vendre leur gaz de schiste plutôt mais que nous légitimise l'intervention. J'ai pas dit que ça légitimisait, mais je dis, on parle de l'acheter de couardise. Mais est-ce que vous n'êtes pas ultra, d'une certaine manière, indulgent par rapport à Poutine ? Je ne suis pas indulgent par rapport à Poutine. Non. Je suis sévère. Je suis sévère par rapport à la politique européenne qui consiste à écouter tout ce que disent les Américains. C'est pas notre intérêt. Je rejoins ce qui vient d'être dit. On s'aligne trop sur les États-Unis, ça c'est sûr. Ensuite, on parlait de, on va quand même, enfin moi j'imagine pas faire la guerre à la Russie. Ce serait désastreux. On n'est pas équipé pour. Je peux vous le dire. L'armée française. C'est pas sûr parce que quand on voit l'armée française comment s'est comportée l'armée russe. Alors il faut savoir que sa faiblesse est plus grande. En Ukraine, il n'y a pas la guerre partout. Aujourd'hui, le gaz russe qui va en Allemagne et en Europe, il passe toujours par le pipeline ukrainien. Et Zelensky, il prend l'argent au passage. Et les Russes le payent. Et là, il dit pas, j'ai du sang sur les mains, comme il vient dire aux Occidentaux. Faut dire aussi peut-être que l'Ukraine, c'est peut-être une démocratie, comme vous dites, mais c'est aussi le pays le plus corrompu de l'Europe occidentale, de l'Europe. Et dans les pays, si on regarde le classement des pays où il y a le plus de corruption, dans le monde, ils sont 121e sur 180. Alors bon, excusez-moi, mais en matière d'honnêteté, de transparence et tout, il y a mieux que l'Ukraine. Ils n'ont pas respecté non plus les accords de Minsk. Ça, on le dit aussi, accessoirement. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut être ferme avec Poutine, c'est sûr, mais de là à enclencher une guerre, comme avec des armes, des chars, des avions, et tout ce que vous voulez. Avec des avions, c'est ça qui manque. Pensez à vos enfants. Des missiles et puis qu'est-ce que c'est que cette façon de raisonner qui dit voilà, Poutine c'est le plus méchant des méchants. Je suis désolé. Enfin, il y a si on devait travailler qu'avec des grands démocrates, on ne travaillerait pas grand monde. Et puis lorsque l'Arabie Saoudite écrase le Yémen depuis 20 ans, on fait rien, on s'en fout complètement. On continue à
commercer avec avec l'Arabie de la Saoudite. France. D'ailleurs, Et on ça, n'a c'est jamais, intér- on n'a jamais dit que MBS était un dictateur C'est ultra intéressant féroce. ce point de vue. Non, C'est un grand pays C'est un démocratique. peuple l'Arabie européen. Saoudite. donc- Il découpe donc, les gens, il les voilà. ramène dans les C'est un peuple. Fédérbouche, attendez une Bon. seconde. Et Benassar aussi. Il y a un apport de ma part. Est-ce que ce qui se passe en Europe ne nous concerne pas et on se sent Bien sûr tous que si. concernés, alors qu'effectivement Bien au sûr. Yémen, où les exactions sont épouvantables, Bien sûr que si, Ça ne soulève bien pas sûr la que si, mais côte. à condition que ce soit l'Europe et les pays C'est pas non d'Europe plus à la frontière. qui décident de leur politique et pas Monsieur Biden. Bien. C'est- Alors, Fédérbouche. d'abord, le Donbass, c'est à 4000 km et pas à la frontière, donc il y a quand même effectivement l'irruption d'un théâtre d'opération qui est quand même assez loin. Alors moi, je crois qu'on est face à une situation classique de cynisme des États, d'accord, et de mensonges multiples. Il y a quand même une responsabilité importante dont on parle rarement, sans être complotiste, des Américains dans cette histoire, d'accord, parce que ils ont vu après 90 l'Union soviétique s'effondrer, ils ont voulu finalement punir la Russie qui naissait des crimes et des péchés de l'Union soviétique et puis progressivement l'entourer de puissances qui lui seraient en tout cas hostiles avec un réseau dans l'OTAN qui était quand même assez hostile à la Russie. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, si Biden, avant que les Russes n'entrent en Ukraine, avait dit clairement à Poutine, pas un seul soldat russe en Ukraine, sinon ça va chauffer vraiment, ce qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Il ne l'a jamais dit. Eh bien, il n'y aurait pas eu Donc tout vous ça. dites que c'est la tout faute ça. de Mais Biden. je crois qu'il y a une... C'est il y a extra. les Parce qu'une responsabilité très large des Américains, les faucons oui. à Washington Ah bon. se sont dit qu'ils allaient se servir de cette situation pour accroître leur domination sur les pays occidentaux, parce qu'effectivement, on est très dépendant d'eux, et pour reprendre la main pour avoir un rôle américain nécessaire et prépondérant pour reprendre la main sur le marché des matières premières et pour consolider le dollar qui est fragile. Il ne faut pas être naïf, c'est pas du complotisme. Juste un mot. C'est le plus froid des monstres froids. Ils Fédérbouche. poursuivent leurs intérêts, c'est Serge, tout. Serge, ça, je veux bien. attends, juste une seconde, Cyril. Néanmoins, si cet objectif de guerre que l'on entend sur le fait que les Américains seraient en train d'entourer la Russie, Ça fait 20 ans que ça dure. oui, mais Poutine est en train d'échouer 30 ans. complètement. Quand on voit que la Finlande et que la Suède s'apprêtent à rejoindre l'OTAN, autrement dit, la ceinture des pays baltes est en train de se boucler vers le nord. 1300 km de frontières finlandaise avec la Russie. Est-ce que c'est pas le signe d'un échec? Quand ce genre de situation se produise, à la fin des fins, il n'y a pratiquement que des perdants. C'est le cas, par exemple, de la Première Guerre mondiale. Ils avaient des calculs très sophistiqués, l'état-major prussien et les autres, etc. Ils se sont pris les pieds dans le tapis. Je ne dis pas que Poutine est un grand génie, et encore moins que c'est un démocrate. C'est absolument pas mon analyse des choses. C'est un autoritaire, à tendance dictatoriale, cynique, et qui cherche à défendre ses intérêts. C'est le but de guerre, Comme le font les Américains, et comme nous, on le fait insuffisamment, parce qu'on a été naïf et parce qu'on a un rigolo à la tête de l'État qui a cru qu'il allait transformer cette situation en opération de com avant les présidentielles et qui nous a ridiculisé des deux côtés. Cyril Benassar, ça fait longtemps qu'il lève le doigt. moi, Colombani je veux et bien- Tariq Dali conclura. Je veux bien entendre cet argument de réel politique sur l'idée que les États sont des monstres froids, qu'il n'y a pas un gentil, un méchant, que chacun a sa légitimité, mais quand même dans cette histoire, on nous répète depuis un bon moment que les Américains n'ont pas cessé d'assiéger la Russie, de grignoter les pays. C'est vrai, sauf que ça pourrait être répréhensible s'ils avaient envahi les anciens pays frères contre le gré des populations. Ça n'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que les peuples de ces pays-là, des pays baltes jusqu'en Ukraine, ce sont des gens qui ont tourné le dos au monde russe pour épouser les valeurs du monde libre, de l'Europe, si on veut, de l'Union européenne, même si on peut ne pas comprendre pourquoi ils quittent. C'est tout à fait exact. Oui, c'est exact. Ils avaient leur raison. Ils avaient leur raison, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment. L'argument, excusez-moi, mais ils ont vécu sous la férule soviétique. c'est-à-dire que l'argument de l'autodétermination des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il doit quand même se poser. C'est ce qu'on défend, et c'est ce qu'on défend en Ukraine. Alors maintenant, sur l'idée de rentrer en guerre contre la Russie, je veux bien qu'on n'ait aucune raison d'entrer en guerre contre la Russie pour la question de la Crimée, peut-être, et peut-être du Donbass, parce qu'en Crimée, précisément, il y a eu un référendum qui a dit que les gens veulent rejoindre la Russie, veulent être attachés à la Russie parce qu'ils sont
russophones, les Ukrainiens, ça n'est pas ça, et on le voit aujourd'hui, Poutine, que ce soit de la propagande ou qu'il l'ait vraiment cru, a eu l'impression qu'il serait accueilli en libérateur, pas du tout, il est accueilli par des résistants farouches qui préfèrent crever plutôt que devenir russes. Eh ben, il faut l'entendre. Poutine s'est planté. Tariq Dali, Colombani, on y va, Tariq, et après ce sera fini, il nous reste 30 secondes. Très court tous les deux. Ce que je veux dire, c'est que une guerre contre la Russie me semble totalement... Enfin, c'est pas à faire. Enfin, je vois pas comment... Enfin, ça me semble impossible à faire. Qu'on soit... Pour revenir à ce qui a été dit, qu'il y ait des peuples qui aient voulu rejoindre, s'éloigner de la Russie. Ils ont le droit, et personne ne conteste. Mais, quand on demande à rentrer dans l'OTAN, l'OTAN aussi a le droit de dire non. Vous avez le droit de demander, j'ai aussi le droit de dire non. Pour des raisons d'équilibre géopolitique qui fait qu'on risque d'arriver à des... De la Finlande voilà, par exemple, on n'est pas obligé d'accepter... le statut de neutre. On n'est pas... C'est quand même extraordinaire. Voilà. C'est quand même Vous voyez ce que je veux dire ? La Finlande, qui était le seul pays avec la Turquie à avoir une frontière commune avec l'Union soviétique, est restée libre alors qu'il avait les communistes aux portes. Et maintenant qu'il n'y a plus de communistes aux portes, elle veut rentrer. Ça, c'est là où je dis que Poutine a loupé son coup, c'est qu'il a redonné aux Américains, il a donné aux Américains ce qu'ils cherchaient. Les Américains veulent otaniser toute l'Europe pour la mettre à sa botte. Il y a quand même quelque chose. Et l'OTAN qui était mort, l'OTAN qui était mort a ressuscité, mais ils ont réussi. Plus fort que jamais. Ils ont réussi, les Américains ont réussi leur coup parce qu'ils ont poussé Poutine à la faute. Il n'aurait jamais dû envahir l'Ukraine et je pense qu'il ne voulait pas le faire. Il voulait simplement garder la Crimée et qu'on lui foute la paix avec la Crimée et il voulait récupérer le Donbass. Mais sans matière première, ça n'existe pas. C'est fini pour aujourd'hui. On a encore débordé, mais enfin, on avait vraiment de très bonnes raisons. Entre-temps, Ignace a travaillé comme un fou. Il est en train de boucler les derniers dessins et on se retrouve dans quelques secondes avec dessins et caricatures. À tout de suite. Écoutez, on a Ignace et c'est un grand cru. Cyril Benassar, plus beau que jamais. Magnifique, Cyril. Allez, c'est pour vous. Ah oui. Alors là, je vous avais dit. Il m'a pas loupé, lui. Ah oui, il vous a pas loupé. Colombani, je vous avais annoncé qu'il y aurait du sang sur les murs. Voilà. Il va y en avoir après. J'espère qu'on vous reverra ensuite. Ah, merveilleux. Serge Federbush. Oh là là. Je préférais le précédent. Au sommet. Vous préfériez le précédent. Bon. Très bien. Pourtant, c'est gravé pour l'éternité, hein, c'est chez nous. Merci. Allez, Tariq Dali, super. Merci beaucoup. Très bien. Et alors, maintenant... Ok, allez, un premier dessin sur Marine Le Pen. Pourra-t-elle compter sur la voix de Jeanne d'Arc ? Pas assez républicaine. Ok, et d'un... Merci Ignace. Très en forme, définitivement. Macron a ses soutiens indéfectibles. On a droit à ces dessins. Bon, ça, il faut se souvenir d'une scène à l'Élysée lors d'une fête de la musique, ok, voilà. Très bien. C'est aux Antilles. Ah, c'était aux Antilles, ça ? Oui. Ah, pardon, autant pour moi. Très bien. Macron a envie de bombarder la Russie. T'inquiète pas, Vladimir, en fait, c'est affectueux. C'est ça, c'est l'amour bâche. Allez, écoutez un peu. Merci Ignace. Merci Ignace pour ces exploits. Et alors, écoutez-moi bien. Je ne vous l'ai pas dit, mais on fête la 100e. C'était la 99e. Donc on fête la 100e dans 15 jours. Soyez là, parlez-en autour de vous. On fait vraiment une grande émission. On fait une émission qui sera en 4 parties. On aura plus de 25 invités. Voilà, on va faire les choses en grand. Rendez-vous compte, 100 émissions, votre fidélité, le soutien de TV Liberté. Donc voilà, soyez là, allez voter et rendez-vous dans 15 jours.